Chers amateurs d'art, bienvenue. En ces jours les plus sombres de l'année, je vous propose de prendre un bain de lumière. Déjà, une question simple. Qu'est-ce que la lumière? Eh bien, tout dépend de comment vous l'interprétez. Si l'on se base sur une définition purement physique, la lumière est un phénomène à l'origine d'une sensation visuelle. Elle est une onde qui a la particularité de se propager dans le vide. Si elle ne le faisait pas, on ne pourrait pas voir le soleil par exemple. Mais dans un sens plus large, la lumière peut désigner Dieu pour les croyants, ou le mouvement philosophique des Lumières qui a vu le jour au XVIIIe siècle, mais aussi la couleur en art, puisque comme vous le savez, la couleur est une variation de la lumière. Nous reviendrons sur les théories de la couleur dans une autre vidéo car il y a beaucoup à dire dessus. Tout cela pour vous montrer l'immensité du sujet. Nous allons donc le tirer par un bout pour que nous puissions commencer à cerner d'un peu plus près ce mot qui a tant de sens. Une manière simple d'aller à la racine d'un concept, c'est de regarder son étymologie. Lumière vient du latin luminaria qui veut dire lumière, mais qui est une forme déclinée de luminare qui signifie, lui, astre, qui produit de la lumière. Cette étymologie est très intéressante car on voit déjà deux couches de sens se dessiner. Une physique, qui semble désigner tout objet capable de produire de la lumière, et une autre plus cosmique, puisqu'elle désigne les astres, donc des objets célestes. Objets à propos desquels Platon, à travers la bouche de Socrate, disait « On doit considérer les ornements du ciel, les astres, comme les plus beaux et les plus parfaits des objets de leur ordre. Mais, puisqu'ils appartiennent au monde visible, ils sont bien inférieurs aux vrais ornements, aux mouvements selon lesquels la pure vitesse et la pure lenteur, dans le vrai nombre et toutes les vraies figures, se meuvent en relation l'une avec l'autre et meuvent ce qui est en elles. » Mais qu'est-ce que Platon est en train de nous dire? Que la lumière est une porte d'entrée, un aperçu, un passage vers un autre monde. Il déploie ici une constante dans le sens profond qui est donné à la lumière. Rappelons-nous le socle de la philosophie platonicienne, à savoir, il y a deux strates de compréhension du monde, l'immanence et la transcendance. L'immanence est le monde tel que nous le voyons, notre quotidien. Pour Platon, le monde immanent est un reflet impur du monde transcendantal qui, lui, contient la vérité des choses. Donc, si l'on relit cette citation plus précisément, on doit considérer les ornements du ciel comme les plus beaux et les plus parfaits des objets de leur ordre, mais, puisqu'ils appartiennent au monde visible, ils sont bien inférieurs aux vrais ornements. Ce qu'il nous dit, en fait, est que la lumière des astres est la plus belle et la plus parfaite que nous ne verrons jamais, mais qu'elle n'en demeure pas moins très inférieure à la vraie lumière des astres transcendantaux. Par contre, cette lumière que nous pouvons voir et expérimenter nous permet d'entrapercevoir la lumière parfaite du monde transcendantal que nous sommes incapables de voir. Ici, la lumière fait office de passerelle qui lie les deux mondes platoniciens. Mais cette façon d'appréhender la lumière dans un mouvement d'élévation n'est pas typiquement platonicienne et se retrouve dans d'autres cultures, par exemple le mitraïsme chez les Romains, le zoroastrisme pour la culture orientale, mais aussi dans le catholicisme. Pour résumer nos découvertes, la lumière est un objet qui a deux sens, un purement physique et un plus cosmique. Là où se dessine sa particularité est que le sens physique, scientifique, n'a jamais effacé ou surpassé son sens cosmique. Même au XIXe siècle, avec la naissance du scientisme tout-puissant, la lumière a toujours gardé ce double statut d'objet de science, mais aussi d'objet cosmique. Et c'est ce double sens qui nous intéresse particulièrement, nous les amateurs d'art, car quand un artiste choisit de signifier la lumière dans ses œuvres, il va puiser dedans. On va arrêter là pour la théorie et aller voir deux œuvres de plus près. Nous allons commencer par une composition célèbre de Jérôme Bosch, Vision de l'au-delà, peinte entre 1505-1515. Cette œuvre se compose de 4 panneaux. 2 décrivent le chemin vers l'enfer et 2 montrent le chemin vers le paradis. Je me permets un petit hors-sujet rapide pour vous montrer les petites bébêtes de Bosch qui sont toujours à couper le souffle dans leur étrangeté et leur monstruosité. Pour en revenir à la lumière, on remarque tout de suite que les couleurs utilisées pour la lumière infernale et celles de la lumière céleste sont différentes. La lumière infernale est composée de plusieurs couleurs, du rouge au jaune clair, avec quelques éclats de blanc. Elle est un mélange et de ce fait elle est impure. La lumière céleste, quant à elle, est une trouée blanche. Elle n'est que blanche et donc totalement pure. La colorimétrie même de la lumière exprime les idées chrétiennes sur l'enfer et le paradis.
L'enfer est un lieu où les mauvais sont punis, tandis que le paradis accueille les bons et seuls les plus justes peuvent monter jusqu'à Dieu. Revenons quelques instants sur la lumière infernale. Nous avons remarqué qu'il y avait des éclats de blanc. Dans ce petit détail est contenue une pensée très profonde qui traverse la religion catholique. Si la lumière blanche dans cette œuvre est le marqueur de Dieu, la présence de cette lumière en enfer nous dit que même dans les lieux les plus sombres et les plus pollués, Dieu est présent. L'enfer, comme le paradis, est un reflet de Dieu au même titre que toute la création. Voilà pour le sens cosmique. Passons maintenant au sens physique qui est ici mis au service du sens cosmique. Tout d'abord, rappelons-nous qu'à l'époque de Bosch, les découvertes optiques de Newton n'existaient pas. Elles n'arriveront que 2 siècles plus tard. À cette époque, les couleurs n'étaient pas une décomposition du spectre de la lumière du soleil, mais étaient, selon la théorie aristotélicienne, des variations du sombre, le noir, au clair, le blanc. Et au milieu de ces 2 pôles se déclinaient toutes les couleurs visibles qui étaient soit plus proches du sombre, soit plus proches du clair. J'insiste ici, le noir à cette époque n'est pas une absence de lumière, mais une forme particulière de la lumière. Pour en revenir à Bosch, nous voyons bien que dans cette œuvre, cette polarisation de la lumière permet d'exprimer la polarisation de la pensée chrétienne qui oscille entre le mal et le bien, entre le noir et le blanc. Allons maintenant dans un monde complètement différent, celui du tableau qui a donné son nom au courant impressionniste. Impression Soleil levant de Claude Monet, peint en 1872. Newton est passé par là. Les couleurs sont maintenant une décomposition du spectre lumineux. Mais il ne faut pas négliger non plus la théorie des couleurs de Goethe qui attribue une composante psychologique à chaque couleur. Chaque teinte va éveiller dans le regardeur une émotion particulière. Donc nous voyons encore que la lumière, et plus particulièrement la lumière colorée, a toujours son double sens. Newton a redéfini la manière physique de comprendre la lumière, tandis que Goethe actualise son sens cosmique en lui donnant un aspect plus proche de l'homme. En effet, les émotions, la psyché, sont au 19e un prisme qui permet aux hommes d'appréhender le cosmos, le monde qui les entoure. Pour en revenir au tableau de Monet, la lumière est traitée d'une manière qui est caractéristique du peintre. Vaporeuse, elle se dissout par touches dans la toile. Le but de l'artiste n'est pas ici de donner une vision précise de la lumière, de l'illustrer comme peut le faire Bosch, mais plus de saisir son essence, de rendre compte de son interaction avec les choses. Le soleil se lève, le monde est encore enténébré. Rien n'est précisément défini dans cette toile, si ce n'est l'atmosphère colorée. Le soleil, rouge chaud, s'extrait du bleu froid de la nuit. Ici, c'est le contraste des tons qui met en lumière le tableau. L'orange est la complémentaire du bleu. Autrement dit, ces 2 couleurs, mises côte à côte, se détachent. Le soleil nous saute littéralement aux yeux. Faisons maintenant une petite expérience pour saisir l'importance de la lumière dans cette œuvre. Plissez les yeux tout en continuant de regarder la vidéo. Le tableau ne s'anime-t-il pas? Ne voyez-vous pas tout d'un coup le reflet du soleil danser sur l'eau? Nous en revenons toujours à notre double sémantique. Le contraste, composante physique de la lumière, est ici instrumentalisé par Monet pour constituer l'atmosphère lumineuse du tableau. Atmosphère qui restitue le mouvement contenu dans ce paysage au soleil levant. Et c'est ici que le sens cosmique est exprimé. Monet reconstitue sous nos yeux la vie qui habite toute chose et par extension l'univers. Nous allons arrêter notre bain de lumière ici. Je ne voudrais pas vous faire attraper une insolation. Et donc, pourquoi aimons-nous tant la lumière? Tout simplement parce que la lumière représente la vie. Elle rythme le monde et par cela nous entretenons tous une relation intime avec elle, que ce soit en observant les choses comme l'a fait Monet ou en exprimant nos croyances comme l'a fait Bosch. J'espère que cette vidéo sur ce thème un peu particulier vous aura plu et que vous aurez pris autant plaisir à la regarder que ce que j'ai eu à l'écrire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter la vidéo, ça m'aide à gagner en visibilité. Ah oui, et si vous voulez recevoir les notifications de sortie des vidéos, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Prenez soin de vous, et à bientôt!